Alors moi, je ne sais pas ce qui se passe là-dedans, mais c'est si doux que c'est merveilleux. Ce pneu avant était littéralement collé à l'asphalte et procure une sensation incroyable. Agréable, non? Pour moi, c'est une moto qui générationnellement vient tout simplement d'une époque révolue. Adventure Test Ride, c'est-à-dire le test des motos Adventure de moyenne cylindrée dans des conditions réelles, que nous avons réalisé en Andalousie. Nous avons testé ensemble 9 motos sur l'asphalte, sur les chemins de gravier et en tout terrain léger, c'est-à-dire là où dans le monde réel on utilise ces machines. Nous vous invitons à une conversation au cours de laquelle nous tenterons de choisir la meilleure moto, celle que nous aimerions avoir dans notre garage. Nous parlons en toute honnêteté et sans concession de nos impressions de conduite, des avantages et des inconvénients de chaque moto. Messieurs, parlons de moto. Essai routier aventure. Ensemble, nous avons parcouru quelques kilomètres sur l'asphalte et sur les chemins de gravier. Nous avons testé 9 motos différentes du segment des trails de moyenne cylindrée. Pour moi, c'était un immense plaisir de vous accueillir ici et de rouler avec vous. Et je me suis vraiment bien amusé. Première question pour vous. Quelle moto était la meilleure pour le tout-terrain pour vous? Non. Ce sera facile, n'est-ce pas? Je suis déjà blasé, vous savez, après avoir travaillé dans le monde de la moto pendant environ 1 an et demi ou 2, je dis toujours que c'est sacrément difficile de faire ces tests maintenant parce qu'il n'y a plus de mauvaises motos, il n'y a que des meilleures et des pires, et nous, on repère ces nuances. Ce que Tomek a dit, qui avait déjà une opinion un peu formée, mais en testant tout au même endroit, c'est là qu'on peut vraiment le faire au mieux. Et vraiment saisir ces nuances, je vais dire ceci. Je fais un peu de cross-country de temps en temps, je roule sur une vraie moto de cross et maintenant, en tout terrain, c'est la Yamaha Ténéré qui m'a le plus séduit. Pourquoi? Principalement parce que j'adore rouler en style cross en restant assis, charger l'avant, me pencher fortement vers l'avant. Ensuite, l'ABM m'a plu, même si j'en étais déjà au point de penser que l'ABM serait super polyvalente, mais elle n'est pas aussi bonne en tout terrain que la Ténéré. J'ai gardé la Ducati pour le dernier jour. Cette Ducati s'en sort aussi remarquablement bien en tout terrain. En gros, j'hésite entre la Ténéré et la Ducati, et cette Ducati est presque au même niveau que la BM. Je pense que je vais résumer ça comme ça. Si c'était un terrain plus difficile, je prendrais la RK. Si c'est des pistes rapides en gravier, là j'ai du mal à choisir, mais ce serait soit la BM, soit la Ducati. Les deux ont de gros atouts, et désolé, mais je ne vais pas choisir. Et Kvarna? Elle possède la meilleure charnière? Non, écoutez, j'ai été rebuté par la Husqvarna dès le premier jour, malgré son moteur vraiment génial et très raffiné, sa belle suspension, etc. Honnêtement, j'ai finalement opté pour la Husqvarna car je n'arrive pas à trouver une position de conduite debout dessus, et je pense que c'est très important dans le monde de l'aventure. Je ne m'y sens pas à l'aise, je n'ai absolument pas pris de plaisir, contrairement à la conduite sur asphalte. Mais désolé, la Husqvarna sur terrain, sur des graviers typiques en roulant debout, c'est pour moi l'un des derniers choix. Mais Ce que tu as dit à propos de la Ténéré, je pense aussi que c'est une moto incroyable quand il s'agit de terrains difficiles. C'est une moto qu'on peut vraiment malmener. Et elle s'en sortira, elle ne surchauffera pas, il ne lui arrivera pratiquement rien. Mais encore une fois, sur beaucoup de belles routes, sur des sections plus rapides, on sent qu'il lui manque de la puissance et malheureusement, ça enlève tout le plaisir de la conduite. Sur des sections plus lentes, là où il faut grimper, où c'est plus technique, c'est une moto géniale, mais dans les virages rapides, tout le plaisir de la conduite disparaît avec cette moto. Et c'est là que, comme tu l'as dit, la BMW ou la Ducati prennent le dessus. Mais encore une fois, en terrain difficile, il me semble qu'elle s'en sortirait un peu moins bien. en revanche, je pense que la Yamaha est le meilleur des choix les moins chers, car c'est une moto bon marché par rapport à tout le groupe, et c'est à mon avis l'argent le mieux dépensé. Du fait que cette Yamaha n'a pas autant de chevaux et qu'elle est d'une conception assez simple, elle est super fiable. Ce modèle RK est sur le marché depuis déjà 10 Hein. Et puis, et en principe, cette moto ne tombe pas en panne. Et ensuite, l'entretien de cette moto est aussi bien meilleur. Si je devais choisir une moto pour un voyage autour du monde dans le style aventure, parce que ces motos sont généralement faites pour ça, donc même si la Ténéré n'est certainement pas mon premier choix, je pense que j'aurais réfléchi à ne pas choisir la Ténéré justement parce que c'est un cheval sûr, tu montes dessus et tu pars, avec ça et tu sais qu'il ne t'arrivera rien. la disponibilité du service des pièces et sûrement une telle popularité dans le monde, c'est sûr que ce sera ça. Et ce qui est sympa sur la Ténéré, c'est ce bouton qui permet de passer très rapidement en mode off-road. Maintenant seulement, parce que c'est le tout dernier modèle que nous avons. Mais Avant, tu n'avais que le mode ABS et il n'y avait pas de contrôle de traction. Et ça, je trouve que c'est un truc super important, parce que justement, dans ce mode où on roulait ici et Adam, qu'on peut déjà appeler un local, nous guidait vraiment et ça changeait très vite. Route, gravier, route, gravier. Vous savez,
Certains motos permettèrent de changer de mode en roulant, comme la Ténéré, mais malheureusement, d'autres motos nécessitèrent de s'arrêter pour passer à un autre mode de conduite ou, comme sur la Triumph, quand on coupait le contact et redémarrait, il fallait tout reconfigurer et il y avait encore quelque chose à faire sur la Triumph et la Honda. Mais vous savez quoi, mais avec le TNR, d'après ce dont je me souviens, parce que je pense qu'on devrait s'arrêter là aussi. Vous ne pouvez pas changer de position depuis la béquille en conduisant, car vous risqueriez de passer par-dessus. Avec, En tout terrain, vous pouvez activer ce mode, mais dans l'autre sens, vous devez probablement vous arrêter, n'est-ce pas? oui, c'est vrai que c'est extrêmement rapide. Parce qu'il n'y a qu'un seul bouton, c'est mieux. J'ai eu la TNR pendant 1 an et demi, et c'est vrai que je ne peux rien reprocher à cette moto, mais d'un autre côté, ce n'est pas non plus une moto qui, elle est assez particulière pour moi, et par exemple, elle ne m'a pas vraiment convaincu, et voilà ce que je ressens à son sujet. Il me semble que, d'un point de vue de la conception, il est un peu construit comme s'il devait être une moto de rallye, c'est-à-dire que je suis assis sur la moto, pas du tout dans la moto, un peu comme une vache maigre, et il est aussi un peu rigide. Moi, j'ai l'impression que tout est vraiment très solidement assemblé. La charnière est tout à fait banale. Désolé. Vous avez raison, nous parlons bien de la version rallye. En version rallye, l'avant est excellent, l'arrière reste moyen. Voici ce que je ressens. C'est quelque chose que j'apprécie énormément et qui me procure vraiment beaucoup de plaisir au quotidien. Après, les positions, surtout dans cette version rallye, parce que je suis grand. Pour moi, la position sur la moto a bien plus de signification que n'importe quoi d'autre, surtout en tout terrain. La Ténéré, c'est généralement la deuxième moto la plus longue de tout le groupe. La première, c'est la Desert, et la Ténéré vient juste après. Tu parles justement de cette position, que la selle est assez étroite et que tu es assis haut sur la moto. Il t'est facile de te mettre debout. Elle n'oblige pas le pilote à rester dans une seule position. Là, vous pouvez vous asseoir comme sur une crosse. Sur le réservoir, vous pouvez vous asseoir comme un passager. Elle est conçue ainsi. Il est facile de bien l'équilibrer. Mais Elle a un centre de gravité élevé. Justement parce qu'elle est étroite, mais il est aussi facile de travailler avec ton corps dans les montées et de manœuvrer cette moto sous toi. Écoutez, ce moteur, il n'a pas de puissance en haut, il est trop faible, mais il a un très bon couple en bas. Et cette souplesse, c'est-à-dire que le Ducati secoue la chaîne, beaucoup d'autres motos aussi, là-bas c'est très brusque. Je ne vais même pas mentionner à quel point c'est brusque, soit ça cale, soit il y a Il ne se coupe pas du tout, même pas un peu, tu le retiens doucement avec le frein d'arrière et il continue d'avancer comme un tracteur. C'est à peu près la même chose que sur une Honda. Honda a aussi des moteurs qui montent très bien dans les tours. Oui, c'est absolument tout à fait ça. Vous avez raison, c'est exactement cela. C'est ce qu'on disait, là-bas, il y a de faibles taux de compression et ce moteur fonctionne en douceur et le son est aussi sympa grâce à ça. Donc si on passe en douceur au Transalp, je dirais tout de suite que si on compare les deux, le Transalp accélère de cette façon et je pense que c'est seulement en haut qu'il a vraiment de la puissance. Ouais, Mais il faut dire qu'Atenera a vraiment un joli fessier, mais Il n'y a pas de montagne, mais il n'y a pas de montagne et ici Transalp a une belle montagne. C'est-à-dire, pour une conduite rapide, il vaut mieux avoir une Ténéré avec un moteur Transalp. mais comment le tourner vers le haut, n'est-ce pas? Que mon beau-frère est malade. je dirais aussi 2 mots à propos de la Transalp. La charnière arrière me faisait un mal de chien, même en position assise. Je vais demander, mais vous savez, parce que vous ne demandez pas, mais Tu vois, je devrais changer. je voudrais juste attirer l'attention sur, disons, le segment moins cher de ces Chinois. Et personnellement, le CF Moto 800 m'a fait plutôt bonne impression car c'est une moto à laquelle il ne manque vraiment pas grand-chose et qui était même très performante sur de nombreux points. Et je pense vraiment que parmi celles-ci, je n'ai malheureusement pas essayé le CF Moto 450, mais comme le Cove, eh bien malheureusement pour moi, c'est le fond du panier. Enfin, pardon, pas le fond du panier. Pour moi, le Cove... non, excusez-moi. Pour moi, c'est une moto qui, générationnellement, vient tout simplement de l'époque précédente. Elle n'est pas aboutie, ce n'est pas qu'elle soit complètement nulle. On peut rouler avec et même s'amuser. On peut dire que tu as vraiment mis les pieds dans le plat parce qu'il y a maintenant une immense communauté de fans absolument passionnés. C'est à vrai dire devenu quelque chose d'incroyable. C'est vraiment une excellente base de départ. Pour se construire une moto personnalisée, tu paies relativement peu cher, mais tu dois changer la suspension de la moto, Et de la même manière, faire une cartographie moteur. mais Dans la version de série, ça ne fonctionne pas. Événement. Je me demande s'il est possible de faire quelque chose avec cette moto pour un prix raisonnable. plus. Cela finira par se savoir. Vous en avez pris assez. La base est vraiment excellente car cette moto est extrêmement agile et performante en tout terrain. Un petit pelé Très, fort. je pense qu'il réussirait très bien dans ce domaine. Pour moi, elle est trop petite. Je ne sais pas ce que je devrais faire pour l'adapter. Oui, mais une personne, D'environ 1,80 m, je pense qu'elle s'en sortirait. Mais en réalité, actuellement, telle qu'elle sort du salon, même une personne qui mesure 1,80 m n'y arrive pas.
Désolé Camille. Il avait l'air d'être sur un chien, non? Désolé? Mais d'un autre côté, cette moto a une construction très robuste. J'avais l'impression de piloter une moto de cross. Oui, c'est tout à fait ça. Il en est ainsi, Poche! mais le problème, c'est que sur une moto tout-terrain, vous savez que vous devez, par exemple, vous pencher en avant sur le guidon pour tourner, etc. Lorsque vous roulez dans un style plus cross-country, et sur cette moto à cause de la selle, à cause de sa structure, alors que sur une moto de type adventure en tout-terrain, la plupart des gens doivent rester debout, il n'y a rien sur quoi s'appuyer. Sur cette moto, je me suis tellement fatigué qu'après 30 minutes de conduite, je sentais déjà mes bras, tout, parce que je devais tout le temps rouler complètement tendu. Je n'avais rien sur quoi m'appuyer, il n'y a pas d'endroit pour mettre les genoux, je glisse sur le réservoir, donc quand je freine, je pars simplement vers l'avant, et quand j'accélère aussi, Je suis en train de tirer. Petit, Ce frein, je crois, c'est la seule moto que j'ai conduite qui, malheureusement, parce que les freins avant étaient meilleurs, mais étaient pires, et Koei avait tout simplement ce frein très faible, et maintenant, en conduisant, Dans la région, non. j'ai piloté une 450, mais en tout terrain, où l'on utilise souvent un seul doigt, car les leviers sont horizontaux. Une position debout nécessiterait de déplacer ces leviers, mais personne ne le fait, donc on freine généralement avec un doigt. Or, ces freins ne sont pas conçus pour un seul doigt, et pour moi, il s'est avéré que je ne pouvais plus freiner de l'avant, et c'est sacrément important. C'est pourquoi Koei est un petit fou. Aujourd'hui aussi, en tournant quelques vidéos, le sujet de la progressivité de la poignée de gaz est revenu sur le tapis. Écoutez, je roulais à côté des caméramans et je n'arrivais pas à maintenir une vitesse constante avec cette moto parce que c'était tout simplement... C'est le pire en tout-terrain. Aujourd'hui aussi, quand je suis monté sur ce Koei, j'ouvre les gaz, j'attends, rien ne se passe. Juste là-bas, regardez. On peut y trouver Un problème avec un grand jeu dans la transmission, et puis j'ai réalisé que non, ce n'est pas le jeu dans la transmission, c'est une question de progressivité. Cette poignée de gaz est tout simplement foirée. aujourd'hui, j'ai eu une excellente comparaison, car nous avons parcouru un trajet assez long et très sinueux en tout terrain. Oui, Et moi, je roulais sur la Kawa, et comme je viens de le dire, j'ai vraiment peiné, et après une demi-heure, je sentais vraiment mes bras, tout, et je me disais, mince, on ne roule pourtant pas de façon super extrême ou rapide, et je suis fatigué comme si j'avais fait une course. ouais. Et à la fin de ce trajet, justement, on a échangé avec Adam, et je suis monté sur la Triumph, une moto qui est 50 kilos plus lourde, et je suis monté dessus, et j'ai dit, waouh, là c'est vraiment agréable. Il était un peu plus lourd dans ses virages serrés, mais ce poids supplémentaire était beaucoup plus facile à gérer pour moi grâce à une accélération précise, en jouant délicatement avec l'embrayage, alors qu'avec la Cove, c'était vraiment un combat rien que pour réussir à prendre le virage. Je pense que dans les sections plus rapides, c'est plus facile sur cette moto. On passe la deuxième, la troisième, et alors la moto n'est plus aussi réactive à l'accélérateur, ce qui permet encore de la piloter correctement. Mais quand on se retrouve sur un terrain plus difficile ou à des vitesses plus basses, là, vraiment, il faut savoir se débrouiller. Écoutez, il faut aussi parler de la spécificité de ce terrain, car ici, il y a vraiment beaucoup de parties meubles. C'est-à-dire que quand il y a des graviers rapides, je pense que la Kowa ne nous fatigue pas autant. Mais ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire ces virages en épingle qui montent sur des pierres meubles, là où on ne peut pas prendre de l'élan, il faut freiner, prendre un virage serré et repartir, et il projette déjà des cailloux derrière, tu vois, et il s'éloigne, et tu dois tout le temps garder le contrôle sur tout ça. C'était vraiment très difficile. Moi, j'ai dû carrément m'asseoir parce qu'en restant debout, là, ça secouait trop. Ouais. et un autre problème, c'est que l'embrayage est tellement léger et sa course est si courte qu'on ne peut pratiquement pas rouler en demi-embrayage. Non seulement ce moteur est agressif, mais en plus, la course de l'embrayage est très courte, ce qui fait qu'on ne peut pratiquement pas adoucir un peu l'accélérateur. Mais en fait, ces deux gros Chinois et les motos CF Moto se caractérisent justement par le fait que l'embrayage, même s'il est à câble, parce qu'il n'y a que Ducati, je crois, qui a un embrayage hydraulique, fonctionne de façon extrêmement légère. L'action est tellement douce qu'on a l'impression que c'est hydraulique, alors qu'en réalité, c'est à câble. Voilà. Bon, messieurs, mais Koei, cette 800, c'est un modèle qui se vend très bien sur les forums et que beaucoup de gens achètent. Beaucoup de chevaux et un poids plume, pas vrai? Je suppose que c'est ça l'essentiel. Eh bien, ce Environ 42 000, n'est pas un prix bas, mais les gens regardent ces données techniques. Et vous savez, Mais tu sais, il est super court et en tout terrain, c'est un gros avantage, non? Cette moto saute par-dessus tout et et ainsi de suite, et elle est aussi basse pour les tailles. Mais maintenant, je vais vous poser la question un peu différemment. Comment évalueriez-vous la Koei en termes de... Vous participez à un rallye cross-country, n'est-ce pas? Sur des adventures. non. même si elle était beaucoup plus lourde et qu'il est plus difficile de la redresser si jamais tu tombes, si tu ne te sens pas vraiment en confiance avec le moteur, particulièrement en ce qui concerne ce que tu fais avec la poignée de gaz, Alors, tu n'iras pas vite,
C'est différent en cross-country parce que ici on a un peu d'expérience et malheureusement c'est une longue distance, 1 heure ou 2 selon les cas. Et ici, il est très important que la moto ne t'épuise pas, qu'elle ne te mette pas à plat. Et il ne s'agit pas, écoutez, de dire que c'est une moto nulle pour que personne ne nous reproche quoi que ce soit ici. C'est une très bonne moto, mais si, comme peu de gens, vous avez la possibilité de toutes les essayer en même temps et que vous pouvez venir ici chez Adam pour en faire l'expérience, vous direz probablement la même chose que nous. Mais si vous possédez déjà cette moto et que vous roulez avec, je suis sûr que vous en êtes satisfait. Et si adapté, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas une moto avec laquelle il est impossible de rouler, car en fait, elle possède tout ce que les autres motos que nous comparons ici offrent aussi, mais parfois simplement un peu moins, c'est-à-dire que la suspension fonctionne un peu moins bien. Oui, y compris cette tablette que je trouve de mauvaise qualité, avec cette interface qui est assez compliquée, et nous avons dit que peu importe le mode de conduite que vous choisissez, la moto roule pratiquement de la même façon. Vous pouvez jeter cette tablette et mettre un compteur de Simpson à la place, et au fond, ce sera pareil. Donc, de ce point de vue-là, c'est sympa, comme le dit Tomek, vous n'avez pas à jouer à Tetris avant de rouler, car peu importe ce que vous réglez, c'est toujours pareil. Pour revenir à la question, vous, par exemple, vous êtes amoureux de la Senner, en hiver, le cross en mode WLB. Oui, Voilà, passons à la suite. pour que nous puissions passer au cross-country. Camille, quel est ton choix? Ici, je voulais diviser cela en 3 catégories, car je ne veux pas donner une seule moto. Comme Tomek voulait justement vous le présenter ici, moi aussi. Le terrain peut être très varié. On peut avoir un terrain difficile, un terrain boueux ou un terrain rapide où l'on a une route en gravier et on fonce simplement quelque part. Et on peut aussi avoir une section de 30 km à parcourir ou bien 200 km à faire. N'est-ce pas? Et moi, il m'est difficile de choisir une moto universelle car je pense que cela n'existe pas. Vous devez toujours choisir Un compromis. un compromis adapté à vos besoins. Oui, de façon subjective. Et où et avec qui? Exactement. Donc ici, je voulais plutôt présenter, dès le début, j'avais en tête quelque chose comme ça, que je veux présenter 3 motos et selon mes besoins, par exemple, la plupart du temps, je roulerai en ville, de temps en temps un peu en tout terrain, mais pas sur de très longues distances, mais aussi pour que j'y prenne du plaisir, je choisirai la BMW F 900 GS. Pourquoi est-ce que je me sens à l'aise dessus en ce qui concerne la position? Très stable parce que je connaissais déjà cette moto sur route avant notre test. Aujourd'hui, quand je l'ai découvert en tout terrain, j'ai été très agréablement surpris de constater que c'est celui qui me semblait le plus stable. Nous avons aussi roulé sur des routes en gravier, et là où on atteint 120 à 140 km par heure sur le gravier, je ne savais même pas que je roulais à moto, je me sentais totalement stable. Pour moi, ce fut donc un choc. Sur d'autres motos, l'avant était instable, elles n'étaient pas aussi confortables à conduire et la puissance délivrée par la BMW était différente. Cependant, ce moteur tire très bien dès le départ, des bas régimes jusqu'à la fin. Elle a beaucoup de puissance et l'électronique fonctionne à merveille. En tout terrain, même sans ABS ni contrôle de traction, elle se débrouillait toujours, même avec la traction activée. Donc, si vous manquez d'assurance au début, c'est rassurant de pouvoir rouler sans ABS tout en profitant de la traction. La moto avance alors parfaitement. Si j'avais à affronter un terrain difficile, comme du sable ou de la boue à basse vitesse, je choisirais ce modèle E. Parce que pour moi, cette moto est vraiment super, surtout pour changer de direction ou pour sa facilité de conduite. Mais ce que mes collègues ont aussi remarqué ici, c'est qu'il nous arrive parfois de manquer de puissance. Je pense que c'est aussi une très bonne moto pour un débutant, peut-être un peu trop haute, ça pourrait être son seul inconvénient, mais elle est vraiment sympa car elle est facile à conduire. Il n'y a pas non plus ce risque que quelqu'un ait peur de l'accélérateur, par exemple. Parce que par exemple, sur une Tiger ou une Husqvarna, ça peut déjà donner un très gros à-coup. Ou sur une Ducati qui a un couple très élevé, Même la BMC a beaucoup de couples en bas. un bas très puissant. Donc la Ténéré pour un terrain difficile et des trajets plutôt courts, pour moi-même. Mais si je devais vraiment faire un long trajet, genre 200 km sur un terrain long, je choisirais la Husqvarna. Parce que j'ai remarqué qu'il faut s'installer un peu différemment dessus que sur les autres motos d'aventure qu'on compare ici. Mais il faut aussi travailler davantage avec le corps. C'est-à-dire que sur ces liaisons dans les virages, il faut vraiment plus se pencher vers l'avant, parfois plus vers l'arrière, mais encore une fois, la forme même de la selle me permettait très bien de m'appuyer avec le bas des jambes, ce qui m'a étonné. Que ce n'est pas seulement contre le réservoir, ce que je recherchais sur les motos, et par exemple la Ténéré a ça super bien, elle a aussi ici ces sortes de caoutchouc, je ne sais pas comment appeler ça, des grippes, mais pas vraiment des grippes,
Ici, Et on peut s'y coller. eh bien, j'en mettrai probablement sur chacune. Mais quand même, le confort de conduite de la Husqvarna, quand on a par exemple une piste de gravier plate, on peut s'asseoir, ou même en roulant sur la route, eh bien, c'est elle qui l'emporte. Et le seul point sur lequel elle garde encore l'avantage sur toutes ces motos, c'est pour moi la suspension. Surtout sur la Ténéré, il m'a un peu manqué de soutien de la suspension, surtout à l'avant, où je roulais souvent sur un terrain meuble, il était très facile de perdre l'avant, je sentais même parfois que je le perdais, donc là je sortais la jambe pour me rattraper un peu, elle s'enfonçait beaucoup dans les virages. La BMW a aussi un très grand débattement et en général, quand on roule sur la BMW, on sent qu'il est très facile de charger, mais aussi de surcharger l'avant. Quand on remet les gaz, elle bascule ensuite très fort sur le bras oscillant arrière, donc les transferts de force sont vraiment importants, mais la suspension de la Husqvarna, c'est l'un des aspects les plus ingénieux parmi toutes les motos que nous avons testées. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que une moto aussi grande n'ait pas de downshifter, et pour moi, c'est aussi un gros point négatif. Je ne pensais pas que ce serait à ce point-là. Pas encore en tout terrain, mais quand on roule sur une route mixte, franchement, c'est pénible. Le prix, nous avions 9 motos à des prix différents. L'échelle commençait avec la CF Moto 450 MT, soit 27 000 zlotys, et se terminait avec la Triumph 900 Rally Pro, qui coûte 76 000 zlotys selon le tarif officiel. Ah pardon, il y avait aussi la Desert TX, affichée à 80 000 zlotys au catalogue. Donc, on a une fourchette de prix énorme, et par conséquent, les équipements étaient aussi différents. Écoutez, le sujet du tout-terrain en ce qui concerne nos 9 motos que nous avons testées, je vais dire ceci, ce n'est pas très facile car il y a ici pas mal de motos qui se débrouillent bien en tout-terrain. Et il y en a quelques-unes qui s'en sortent comme moins bien, mais la plupart roulent bien, voire très bien. Et il est très difficile de comparer cela de manière univoque. Je dirais ceci, la Husqvarna a la meilleure suspension. Je suis convaincu à 100% que si nous commencions à chercher les limites de la suspension, la Husqvarna arriverait en tête. Si nous commencions à rouler sur de grosses bosses avec des sauts, etc., il s'avérerait qu'il n'y aurait pas de talonnage, que tout fonctionnerait comme il faut et que ce serait toujours précis. C'est certain que la BMW y perdrait, tout comme la Triumph et beaucoup d'autres motos. Par contre, ici en Andalousie, la situation est telle que le terrain, ce sont surtout des chemins de gravier, des pierres, un peu de surface meuble, un peu de sable par endroit, etc. Et là, ça ne se passe plus aussi facilement pour nous. Honnêtement, pour moi, la Ducati était probablement la plus amusante en tout terrain, car je pense que c'est la moto la plus fun ici, mais la BMW est très proche derrière, qui est très maniable, très agile. Le moteur fonctionne à merveille, l'électronique est géniale. La Triumph est la reine du confort, même en tout terrain. Elle offre aussi une bonne stabilité, un peu lourde évidemment. Et la Husqvarna, côté suspension, il n'y a pas photo. Elle est un peu atypique, je dirais. C'est du moins comme ça que je perçois cette Husky. Et ce serait sans aucun doute mon top 4. Ces motos, mais juste derrière elle, par exemple le CF Moto, une moto très agréable et positive. La 800, bien sûr. Ils disent 800C, la 450. Écoutez, pour moi, c'est une petite Ténéré. Il faut un peu l'aborder comme ça. C'est une catégorie A2 plus légère, plus maniable. Bon, peu de chevaux, évidemment. Un frein médiocre, 27 000 zlotys, mais elle rappelle un peu cette Ténéré. Et c'est un peu comme ça que je l'évaluerais. Bien sûr, ce RK est aussi assez haut en tout terrain, mais avec ma façon de voir les choses, je ne le mettrai pas dans ce top 3. La Kawa en tout terrain, bon sang, la légèreté, c'est évident. La puissance du moteur, si on devait s'enliser dans du sable meuble, faire de grosses montées, de la boue, il s'en sortirait sûrement très vite et il prendrait encore de la vitesse. Parce qu'au niveau du poids, c'est aussi bien. Mais la suspension est raide, il n'y a pas à discuter. L'électronique est inexistante, le dosage du freinage est médiocre. Eh bien, cette cheville est un peu inachevée, n'est-ce pas? Tigre, un moteur magnifique, agréable, fantastique qui accélère. Eh bien, quand je veux me reposer, je monte dans la Tiger, même sur le terrain. Si Pour les terrains difficiles, je choisirais cette moto. On met des bottines, on roule sur des sentiers techniques, dans la boue. Il y a aussi de beaux endroits qu'on n'a pas encore explorés, mais sur des chemins étroits, avec de gros rochers, la moto n'arrête pas de tomber, etc. Je choisirais sans hésiter cette R, sans aucun compromis. Mais en ce qui concerne les routes sur lesquelles nous avons principalement roulé, ainsi que l'asphalte, je pense que la Ducati et la BMW sont à un niveau très similaire. Elles offrent un plaisir de conduite incroyable et elles s'en sortiront aussi sur la plupart des terrains que l'on peut rencontrer ici. Mais d'un point de vue visuel, malheureusement, je choisirais la Ducati car il me semble qu'elle est globalement magnifique et que ce soit pour ses qualités techniques ou le simple plaisir de la conduire, c'est tout simplement
Mais Justement, avec la Ducati, j'ai toujours eu tendance à penser que cette moto était un peu trop lourde, trop grande pour l'off-road. Le fait est que, jusqu'à ce que je l'emmène pour la première fois en tout terrain, il s'est avéré que c'est sur cette moto que j'ai le plus de fans, probablement plus de fans que sur toutes les autres motos. C'est justement grâce à son couple moteur puissant. Le plus important pour moi, c'était que la position de conduite me convenait parfaitement. Je me sentais tout simplement bien sur cette moto, tu vois. Et je peux rester debout bien droit, je n'ai pas besoin de trop me pencher vers le guidon. Les repose-pieds sont bien placés. Cette moto est facile à manœuvrer, la Ducati. C'est la plus grosse moto, mais en même temps la plus équilibrée. Franchement, cette moto se manie tellement facilement, même si c'est la plus grande et la plus longue. Fan de Ducati, certes, mais cette BMW, sa puissance, son couple dès les bas régimes et son freinage précis. Eh bien, c'est le point négatif de Ducati. Était, hors route et sur asphalte, à mon avis, ce vélo est celui qui se conduit le mieux. pour moi, les régimes moyens sont les meilleurs chez Ducati. Là où ça aussi, Ça s'active. Je ne... c'est pas ce qui s'active là-bas, mais c'est tellement doux, c'est tout simplement merveilleux. En revanche, cependant, Bas régime, c'est une catastrophe, ça secoue la chaîne. Mais pour moi, la puissance globale, c'est le triomphe. Là-bas, tout est comme une symphonie. Oh, oui, c'est vrai. comme je disais aujourd'hui avec Tomek, là-bas, je pourrais dessiner le graphique du couple, c'est de la poésie. Écoutez, je voulais justement dire deux choses maintenant. C'est que, Adam, ce que tu as dit, Ducati est en retrait en termes de performance, n'est-ce pas? Donc, si on parle des performances de la moto, eh bien, c'est difficile. Quand on a une montée ou une certaine route, il est effectivement difficile de trouver de la traction avec cette moto. Donc, je ne considère pas vraiment cela comme un défaut. Mais pour moi, le plus important, c'est simplement la façon dont cette moto transmet la puissance à la roue arrière et comment cela se traduit en accélération. Le plus important, c'est la façon dont elle se conduit. Mais quand vous arrivez le matin, vous appuyez sur le bouton et c'est vraiment très impressionnant. Je n'aime pas tous ces moteurs comme ceux de KTM, c'est-à-dire le Hostol, Forgeron. parce qu'ils bougent tellement que j'ai peur que quelque chose ne se casse. Mais Oushka travaille aussi dans un milieu très cultivé. Mais écoutez, je vais dire quelque chose aux messieurs de Ducati. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais moi, par exemple, je me souviens surtout des Ducati avec un embrayage à sec. C'était une autre époque. Maintenant, si quelqu'un démarrait une Ducati et que rien ne se passait, cela signifiait qu'elle était cassée. Ça n'a pas démarré. Oui. Non, bien sûr, je plaisante un peu, mais tout de même, écoutez, malgré tout, ces motos faisaient vraiment du bruit. Pour certains, elles tournaient, bien sûr, horriblement, mais c'était parmi les meilleurs. Oui. Oui, Et c'est ce que je veux dire maintenant. Souvent, ce n'est pas seulement le son lui-même ou ce que l'on remarque au premier coup d'œil sur cette moto qui ne se traduit pas vraiment dans la conduite. La BMW émet un sifflement désagréable au démarrage le matin et franchement, ce bruit est insupportable. Mais pendant... Conduire une BMW, ça a l'air cool. parce que Elle en a un. ces Ducati n'étaient pas des championnes de fiabilité. Et Malheureusement, dans les motos d'aventure chez Deros ABS, c'est important que la moto soit fiable. Adam et moi, nous pouvons être un peu partiaux quand il s'agit de Ducati. C'est pourquoi il m'a aussi été difficile d'exprimer certaines opinions ici. Mais moi-même, en tant qu'utilisateur privé, j'ai actuellement 30 000 km au compteur. Et honnêtement, ces motos fonctionnent très bien. Ce ne sont plus les Ducati à embrayage à sec d'il y a 15 ans. C'est vraiment une toute autre époque pour Ducati. Aujourd'hui, pour rouler en Ducati, il n'est plus nécessaire de les adorer. On peut tout simplement les utiliser avec... Pour moi, sur la route, la Ducati, c'est la plus fluide et la plus agréable dans les virages. La puissance, la façon dont elle est délivrée et les freins sont pour moi des facteurs que je prends en compte quand il s'agit de la route, et Ducati réunit tout cela. Une plage de régime super agréable, douce comme du miel, surtout dans les moyens et hauts régimes, ce que j'adore. Elle a des freins géniaux, il y a du Brembo, je crois, avec Tilema ou quelque chose comme ça, dont le dosage est super, et la longueur de cette moto fait qu'elle prend magnifiquement les longs virages. Je pense vraiment qu'elle reste super stable, c'est impressionnant, non? Donc, dans l'ensemble, elle est vraiment faite pour la route. La BMW est super aussi. Je la juge un peu différemment, car je trouve qu'elle est plus courte, plus compacte. Je me sentais même sur la BMW comme si je roulais sur un roadster, et elle est aussi super ici, juste d'une autre manière. La Ducati roule différemment, non? La Ducati, c'est comme une longue locomotive, alors que celle-ci est super compacte, rapide, sympa, tu vois. la BMW, justement, est un peu... Et ce Roadster est dans le corps de ce GS, c'est vrai. Oui, c'est vrai, F900. Dans la F900R, où l'on a le même moteur et une construction de moto très comparable, donc... Je parle justement de mes ressentis. C'est exactement ce que j'ai ressenti, tu vois. La Husqvarna, évidemment, de la puissance. Il y a beaucoup de chevaux, une super suspension et des freins aussi impressionnants, et la Triumph, non? Encore une fois, je le redis, c'est un vrai bijou en termes de confort de conduite.
Elle se conduit aussi très bien sur la route. Par exemple, quand je vous poursuivais, quand vous me distanciez, parce que les sportifs me distançaient tout le temps, j'avais un peu l'impression que la suspension était trop souple pour moi, tu vois, que lors de gros appuis ou d'inclinaisons importantes, la suspension travaillait un peu trop à mon goût. Elle n'était pas aussi précise que sur la Triumph. Là-bas, il y a beaucoup de débattements, 240 mm, et cette suspension est vraiment confortable. C'était de mes impressions. Le frein de la Triumph est super dosable et le moteur est aussi un vrai régal, non? Donc mon top 3, je pense que ce serait... Enfin, les différences sont minimes, non? Ce serait donc le Ducati en première place pour moi, la BMW vraiment très proche ou quasiment à égalité, et peut-être le Triumph, peut-être la Husqvarna, quelque chose comme ça, tu vois. En ce qui concerne l'asphalte, Ici, tout le monde vante justement le Triumph pour la conduite sur route. Pour moi, c'est pas une moto très intéressante. Je veux dire, elle est bonne, mais elle est tellement bonne que pour moi, elle en devient presque trop ennuyeuse. Elle se conduit vraiment de façon très sûre, mais ni le moteur ni le châssis ne m'ont vraiment marqué. Je n'ai ressenti aucun plaisir à conduire cette moto. Et étonnamment, j'ai ressenti ce plaisir justement quand je suis monté sur la Ténéré. Peut-être aussi parce que je l'utilise moi-même au quotidien. Je disais que c'était une moto faible, etc., plus adaptée au tout-terrain difficile. Mais sur la route, quand je me suis assis dessus, je me suis vraiment bien amusé. On pouvait vraiment bien prendre les virages, glisser légèrement de côté, et ainsi de suite. On le sentait tout de suite, mais honnêtement, je pense quand même que Ducati l'emporte dans tout ça. Même si la BMW aurait aussi eu de grandes chances, c'est juste qu'ici, elle avait les pneus les plus agressifs. C'est difficile à affirmer clairement parce que ça ne permettait peut-être pas, je ne sais pas, d'accélérer aussi fort, etc. Donc ça limitait un peu. Même si quand je roulais derrière Adam, Adam roulait sur la GS, moi j'étais sur la Husqvarna et pour moi la Husqvarna était une mauvaise moto dans le sens où je ne l'ai pas ressenti au début. Mais je crois que c'est là que j'ai roulé le plus vite de ma vie à moto sur la route. Et Adam roulait justement sur la GS avec ses pneus bizarres et ça ne semblait pas du tout le gêner. Peut-être qu'il a tout simplement oublié. En ce qui concerne la conduite sur l'asphalte, si je devais évaluer quelle moto est la meilleure, je choisirais celle qui reste la plus rapide en étant constamment à la limite. Et sur la GS, il roulait clairement le plus vite. Celle qui est la plus facile à contrôler, non? Vous demandez quelle est la meilleure moto sur l'asphalte? La plus performante? La plus efficace? Celle avec laquelle tu descends le plus vite? Ou simplement celle qui te donne le plus grand sourire? Pour moi, en quoi la GS l'emporte-t-elle? Par la position sur la moto, le ressenti de l'avant et surtout l'électronique, parce que comme l'a dit Adriane, ses pneus n'étaient pas les meilleurs. J'ouvrais les gaz et elles partaient simplement de travers, mais comparé aux autres motos, quand elles partent de travers, celles-ci continuent tout simplement d'avancer. Ce n'est pas comme si le contrôle de traction te coupait toute la puissance, te faisant perdre l'accélération, attendre que tout se calme et seulement après la moto repart. À mon avis, BMW combine un peu tous les modèles, c'est-à-dire qu'ils prennent un peu d'électronique des sportives, la conception du Roadster et du GS, et ils ont créé quelque chose de vraiment très compact et polyvalent. Et en ville, comme nous le disons tous ici, cela nous convient parfaitement. Pour moi aussi, c'est très proche de ce que propose Ducati. Avec la Ducati, j'ai vraiment beaucoup apprécié le fait que, même si au début à bas régime il n'y avait pas cette accélération, ensuite le couple arrive et la Ducati veut vraiment avancer. J'étais aussi très à l'aise sur la Ducati, donc la sensation de cette moto était vraiment agréable. Cependant, en premier, je placerai la BMW juste après la Ducati, et pour moi, la troisième moto de ce comparatif serait la Husqvarna. Par exemple, je suis le genre de personne de conducteur qui utilise beaucoup les freins. Je freine très longtemps en entrant dans le virage, même ici avec ces pneus à crampons, où certains pourraient me dire qu'il n'y aura pas d'adhérence, ou qu'on ne peut pas entrer dans le virage en freinant parce que l'avant va se fermer. Je pense que ce n'est pas vrai, surtout avec une suspension aussi bonne que celle de la Husqvarna. La plupart du temps, nous roulions sur de l'asphalte très adhérent, mais pas seulement, donc on ne peut pas généraliser. Et je pense que cette suspension offre vraiment un grand soutien, ce qui permet de freiner très longtemps si on sait bien l'exploiter. Ce que cette suspension nous permet, c'est de rester longtemps sur les freins, puis d'ouvrir rapidement les gaz, car l'arrière n'est pas trop mou. Il ne transfère pas tout sur le pneu, qui n'est pas un pneu routier, mais plutôt un pneu mixte, à la fois off-road et route. On peut donc vraiment en tirer parti, et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à rouler sur cette moto, et à ma grande surprise, j'ai roulé vite. Parce que quand vous êtes parti devant moi, je roulais sur la Husqvarna. Je pensais qu'il y aurait un gros écart, moteur que sur cette route. Moi, là, j'allais pas y rester derrière. Mais ce n'était pas du tout le cas parce qu'il y a une bonne puissance et justement l'utilisation de cette suspension. Mais malgré tout, je pense que ce n'est pas fait pour un amateur. Tous les KTM ne sont pas des motos faciles, quoi.
Il faut s'habituer à toutes et apprendre à les maîtriser, mais une fois que tu y arrives et que tu commences à les contrôler, elles roulent vraiment bien. Et je pense que c'est ça, elles t'apportent quelque chose en retour. Oui, si je dois tout de suite partir là-bas, quelque part, à 100 km, emmener ma femme et, Dieu nous en préserve, des bagages, alors sans hésiter, je prends la Triumph qui a une tenue de route incroyable. J'aime le fait que tu la démarres et qu'elle tourne comme un V6 pour moi. Elle a une selle super épaisse et moelleuse, donc elle sera probablement très confortable et il y a beaucoup de place pour le passager. Pour moi, cette Triumph combine des caractéristiques de suspension qui, auparavant, me semblaient impossibles à réunir. Les suspensions sont ultra confortables. Et cette moto est incroyable dans les virages. En fait, si ce n'était pas pour le fait qu'elle est un peu lourde lors des changements d'angle, par exemple comparé à une Ducati, j'ai vraiment l'impression que ce pneu avant est littéralement collé à l'asphalte et il me donne un ressenti incroyable. Donc, je le dis, pour les longs trajets, je choisis la Triumph. Maintenant, en ce qui concerne ce que nous avons fait ici précisément, c'est-à-dire des trajets plus courts sur de grandes courbes, etc., pour moi, c'est très serré entre la BMW et la Ducati, mais il y a tout de même un léger avantage pour la Ducati. Parce qu'ici, où les routes sont très sinueuses, à mon avis, aucune moto ne change de direction aussi rapidement que la Ducati. C'est vrai que la Triumph me donnait un peu plus cette sensation d'adhérence à l'avant, mais la rapidité avec laquelle la Ducati s'incline est tout simplement incroyable pour moi. Le frein est de loin le meilleur sur la Triumph en termes de dosage, de puissance de freinage, c'est tout simplement de la poésie. Sur la Ducati, j'avais l'impression qu'il y avait des plaquettes de frein pourries, ou alors elles étaient déjà surchauffées, passées dans l'eau ou quelque chose comme ça. La BMW, pour moi, c'est juste littéralement, excusez-moi l'expression, un cheveu de chatte derrière la Ducati. Ce qui me dérange un peu, c'est la boîte de vitesse très dure sur la BMW. Et pour moi, la BM donne aussi, je ne sais pas pourquoi, une impression de lourdeur quand on la soulève. La Ducati, en revanche, me paraît beaucoup plus légère à conduire. Et c'est ainsi que je classe ces trois motos aux trois premières places. Pour ma part, moi, j'ai eu une impression un peu différente. J'ai toujours pensé que la Ducati tenait le mieux la route sur l'asphalte parmi toutes les motos de ce segment, car j'avais déjà eu affaire à elles auparavant, mais je n'avais jamais conduit le nouveau GS 900. Et pour moi, ce GS est le plus agile de toutes ces motos, il est le plus facile à contrôler, il délivre la puissance de la meilleure façon, et tout est tellement précis que quand tu combines tout ça et que tu commences à rouler très vite, c'était un vrai plaisir de conduite et j'avais une sensation de contrôle à 100%. Je pense que la Desert X et la Tiger sont des motos plus confortables sur l'asphalte. Je prends presque autant de plaisir à rouler sur l'asphalte avec ces motos. Je m'amuse certainement plus sur la Desert X que sur la Tiger, mais la Tiger est tout simplement super confortable. Nous avons aussi cette Tiger pour les balades sur route ici. Très... Moto confortable à tout point de vue. Beaucoup de couples roulent sur cette moto. Parce que je pense que si on devait faire un classement général, tu sais, pour une moto à avoir chez soi, que tu peux amener ici sur une remorque, aller en montagne, sortir, dîner avec ta femme, etc. Alors ici, c'est probablement la Triumph qui gagnerait, non? Triumph a fait quelque chose d'intéressant. Il a un angle de colonne de direction très aigu, une sorte de pyramide, et c'est justement pour ça que cette moto donne l'impression de très bien prendre les virages. Mais parfois, à des vitesses plus élevées, cela peut provoquer une certaine instabilité, ou bien la suspension n'arrive tout simplement pas à suivre, car il y a des forces d'appui plus importantes. Oui, là où il y a une grande compression, on ne fait pas attention qu'il y a 20 à 40 mm de débattement, et tout à coup, quand on regarde, il n'en reste presque plus, n'est-ce pas? Quand on roule, là vraiment, En fait, je suis plutôt léger, c'est sûr. Toi, Tomek, tu transportes un peu plus avec toi parce que moi, passager, comme on en parlait avec Tomek, on avait des ressentis totalement différents. Parce que moi, par exemple, en roulant en tout terrain, et là aussi, j'hésitais entre la Ducati et la BMW. Pour moi, la BMW l'emporte pour la position debout, alors que pour Tomek, c'est exactement l'inverse. j'étais trop recroquevillé. Vous savez, c'est aussi une question de morphologie, de préférence, et ainsi de suite. Messieurs, La question, quelle moto vous a le plus surpris, en fait? J'ai été surpris par le CF Moto 800 MTX, car il était meilleur que ce à quoi je m'attendais, et à mon avis, même bien meilleur, meilleur que le Koei, même s'il ne s'agit que d'un moteur. Moi, j'ai été désagréablement surpris par Koei, car j'en étais très enthousiaste auparavant, et je me demandais même si je devais vendre le Tener pour acheter du Koei. Mais maintenant, je sais que je ne le ferai certainement pas. Personnellement, j'ai été agréablement surpris par la Triumph, car je la plaçais plutôt dans une catégorie de motos qui ne sont pas faites pour le tout-terrain, et il s'est avéré qu'elle s'en sortait plutôt bien, et sur la route, elle est vraiment super.
Je n'ai jamais vraiment ressenti de déception négative, mais là, je suis d'accord avec Pasio, c'est une grande déception et cette moto nécessite beaucoup d'amélioration. Eh bien, moi aussi, je dois rejoindre Boua pour dire que, pour moi, la surprise positive a été la Triumph. Parce que lorsque je regardais cette moto, je me concentrais surtout sur ses caractéristiques techniques et je me disais, OK, lourde mais puissante, une belle gestion de la puissance, ce sera super sur la route et en effet, sur l'asphalte, elle se conduit de façon incroyable. Et en tout terrain, il m'a vraiment surpris de manière très positive, car je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus difficile. C'est vraiment facile pour moi, il se conduit très bien, donc si je devais être négativement surpris par quelque chose, ce serait la gestion de la puissance et aussi un peu l'électronique sur le CF Moto. Ce qui m'a le plus, peut-être pas découragé, mais étonné, c'est que hier, quand j'ai voulu simplement faire demi-tour avec la moto en braquant le guidon au maximum, alors qu'il n'y avait aucune pression ni rien, j'ai voulu utiliser doucement le frein et il ne m'a pas laissé faire. Pour moi, c'est aussi une déception au niveau de la puissance, car comme Adrian, je pensais que c'était Vraiment, au niveau des paramètres, et là, je suis déçu. Le CEF 450 m'a vraiment surpris. Cette moto, pour ce prix et avec un tel moteur, est d'abord une grande moto, car je m'y suis senti à l'aise malgré ma taille, et je pense vraiment qu'elle assure. Le moteur a un son sympa, la suspension touche le fond. comme tu l'as dit, et bien sûr, l'AGS, c'est du positif. Supermoto, c'était la première fois que je la conduisais. Oui, mais je m'attendais à ce que la BM et la Ducati soient bonnes, non? Parce que, soyons honnêtes, ça arrive rarement. Par contre, là, c'était une marque totalement inconnue pour moi, car je n'avais jamais roulé sur ce Cove. Et aussi, je dois avouer que le C en moto, le gros, le 800 000, m'a aussi positivement surpris, parce que c'est une moto à qui il ne manque vraiment pas grand-chose pour atteindre le sommet, et pour le prix qu'elle coûte, elle est super performante. Ce qui relie beaucoup de ces motos, et ce que je ne comprends pas, c'est que sur une moto avec laquelle tu vas en tout terrain, tu ne peux pas désactiver tous les systèmes. Pour moi, c'est complètement Incompréhensible. Et si on pouvait le faire en roulant, l'impossibilité de désactiver l'ABS avant, les propos de Camille sur son demi-tour, etc. Ah, c'est tellement différent avec l'ABS, n'est-ce pas? Certaines personnes ont peur de s'éteindre. Je comprends. mais vous le laissez, Sur certaines motos, dont même le contrôle de traction reste actif. oui, oui, mais tu laisses justement ce choix au pilote, en quelque sorte. C'est sur la Transalp. Exactement de la même manière. Tout comme Je voulais justement dire, c'est ça. Pour moi, ce que fait Triumph ou par exemple Honda a du sens. Pour moi, ce n'est pas inutile que lorsque tu coupes le contact, la moto revienne au réglage routier. Tous les systèmes se réactivent. Nous sommes en tout terrain, on fait une pause et on repart. Mais moi, par exemple, d'après mon expérience, j'ai un exemple, je reviens en moto. Pour illustrer, je reviens du tout terrain, j'ai tous les systèmes désactivés, je l'arrange dans le garage, j'ai fait une longue pause. Un mois plus tard, je ressors. OK, je m'habille vite, je suis pressé, je dois aller quelque part sur la route et je repars encore une fois sans ces systèmes et ça peut être dangereux. Camille, tu as raison, mais comme on l'utilisait, ça finissait toujours par le fait que les motos restaient la route tout le temps avec le contact allumé, parce que ça agaçait tout le monde. Regarde, Camille, une chose, quand ces systèmes sont désactivés, il y a toujours deux grosses diodes qui restent allumées. Et Tu vois, et moi, sur la Triumph, j'ai eu un truc comme ça. Je l'ai éteinte, puis je l'ai rallumée. Je pensais que les réglages tout terrain étaient toujours activés. Et je commence à monter une côte. Mais le contrôle de traction m'a tellement coupé que tout simplement, dans l'autre sens, ben, ça peut aussi être plus sûr pour eux, le contrôle. le contrôle de traction, c'est rien. Mais si tu descendais une pente et que l'ABS se déclenchait, tu finirais dans un arbre ou dans le ravin. C'est un des avantages, c'est que tu peux désactiver définitivement le contrôle de traction et l'ABS parce que il demande ça te demande ça. Il faut s'arrêter et lire tout le règlement. Mais à quoi ça peut bien te servir, franchement, si tu ne vas même pas le conduire? Parce qu'en plus, il est vraiment nul, tu vois. Mais Puisqu'on compare encore rapidement, je voulais dire une dernière chose, parce que je sais qu'on est très bref, c'est que le C2 Moto 450 a, selon moi, beaucoup de défauts, mais pour une personne expérimentée qui voudrait rouler très vite avec. Un très gros avantage de cette moto, c'est que si quelqu'un veut commencer l'aventure de la moto, le prix voilà, est super compétitif, il est vraiment bon. Vous avez une moto avec laquelle vous pouvez rouler en cortège et aller en tout terrain sans aucun problème parce qu'elle a tous ses paramètres, n'est-ce pas? Il est tout à fait apte à cela. Je pense donc que c'est un atout majeur pour quelqu'un qui souhaite se lancer. Et ce n'est pas une moto que vous garderez éternellement, n'est-ce pas? Mais qui vous introduit dans le monde des motos ou dans le monde de l'aventure en général. CF Moto 450 MT. Nous avons, oui, un poids inférieur à celui de presque toutes ces motos, 190 kg tout compris. Nous avons un débattement de suspension de 200, ce qui est très proche de celui de la Tenera en fait.
Et voici Kayaba qui fonctionne plutôt bien. Un grand réservoir de carburant et 452 cylindres, ce qui est extrêmement rare. Là-bas, il n'y a qu'une Honda ou quelque chose comme ça qui le fait. Et nous avons une moto avec des roues de 27 et 18 pouces, donc un ensemble typique d'aventure où l'on peut mettre les pneus que l'on veut. Et nous avons la catégorie A2 et puis un prix de 26 000. Exactement. Avec cette CF moto, vous irez exactement aux mêmes endroits qu'avec une Desert X ou une BMW qui coûte 3 fois plus cher. Mais je ne serais pas surpris si, avec cette CF moto, vous pouviez aller encore plus loin et sur des terrains plus accidentés qu'avec ces motos beaucoup plus chères. Oui, vous avez raison. J'aimerais que chacun d'entre vous me dise une seule phrase sur chaque vélo afin que je puisse en apprendre davantage sur les différents modèles. Honda Transalp, comme vous l'avez dit au début. Pour moi, la restitution de la puissance est excellente. Elle est puissante, hein. C'est une moto universelle. Tu peux simplement aller partout avec. Elle n'a pas de point fort particulier, mais elle convient partout. Pour moi, la Transalp reste une Transalp, c'est-à-dire que ce qui a été fait il y a de nombreuses années, ils l'ont simplement transposé à 2025 et à mon avis, c'est son plus grand défaut. C'est-à-dire que autant la XT600 Ténéré des années 90 était simplement un canapé avec un moteur monocylindre qui faisait juste 40 chevaux et roulait lentement, autant aujourd'hui la Ténéré est pratiquement un best-seller. C'est une super moto qui roule comme une moto de Dakar, qui prend les virages à merveille, elle est précise, etc. Et la Transalp, c'est comme si c'était toujours la même Transalp, sauf qu'elle a un moteur plus moderne, quelques gadgets, et à mon avis, c'est le plus gros défaut de cette moto. Il aurait suffi qu'il fasse ce que Ténéré a fait, et maintenant, ce serait une excellente moto parce que le moteur est vraiment sympa. Pour moi, il me semble tout simplement inintéressant, dans le sens où je n'ai trouvé aucun aspect qui me donnerait envie d'avoir cette moto. Le moteur est correct, il délivre bien la puissance, il est fluide, il se conduit bien. C'est correct, mais on ne sent pas que cette moto va te procurer du plaisir à la conduite. Je dirais plutôt que ça pourrait être une moto pour une personne de 50 ou 60 ans qui va cueillir des champignons. Je n'ai pas l'impression que ce soit une moto avec laquelle j'aurais envie de rouler en Espagne, dans les virages, sur les routes de gravier. Mais avec un tel panier à champignons, Enfin, j'aimerais vous poser une question, la plus importante de ce test. Quelle est la moto qui vous fait tellement envie en ce moment que vous allez l'acheter tout simplement? Je ne sais pas pourquoi, mais je choisirais Ducatina. Cependant, pour moi, c'est ici, comme dans la plupart de ces catégories de différents segments que nous avons évoqués, que je me sens le plus à l'aise. Ducati, BMW, Triumph. Je pense que dans cet ordre, ce sont vraiment des motos complètes, malheureusement les plus chères, mais ce prix nous offre quelque chose en plus. Toutes ces motos ont une électronique exceptionnelle. En fait, elles offrent toutes une excellente tenue de route. On choisit entre des nuances. Ici, une position un peu plus agréable. Là, un petit quelque chose en plus. La BMW ne me plaît peut-être pas à cause de ce changement de vitesse. La boîte est un peu dure, mais ce sont de petites différences. Peut-être un peu par attachement à la marque, peut-être à cause de certains arguments qui étaient plus importants pour moi, mais vraiment, avec une légère avance, je choisis l'italienne. Pour moi, je choisirais la BMW F900 GS, car je sais qu'elle correspondrait le mieux à mes besoins et à ma façon de rouler, à ce que permet cette moto, et je sais que c'est celle que j'exploiterai le plus parmi toute la gamme que nous avons testée ici, et pas seulement parce que j'ai laissé la BMW était presque à la fin de notre test, et c'est avec elle que j'ai pris le plus de plaisir, donc ça me donne aussi cette impulsion que c'est vraiment cette moto que je voudrais. Deuxièmement, on a beaucoup roulé en off-road ici, et j'en veux encore plus. Enfin, avec les motos, je me dis, bon, j'ai tiré mes conclusions et je sais déjà à peu près ce qu'elles... Si je peux t'interrompre, Camille, parce que je n'ai pas dit quelque chose que je trouve très important et qui me séduit chez BMW, j'adore ce tableau de bord, cette facilité d'utilisation. Même si je ne suis pas un utilisateur quotidien de BMW, c'est pour moi une moto sur laquelle tu montes et tu trouves rapidement tes repères dans les réglages. Il y a des options pour désactiver rapidement l'ABS ou la traction. Je pense que les Allemands ont fait ça mieux que personne. Pour moi, avec le cœur, je choisirais probablement Ducati, mais la façon dont je me suis senti sur la BMW en tout terrain, je trouve que la position est agréable, je me sentais plus en confiance, le guidon est large, et finalement, c'est l'aspect tout terrain qui a pesé dans la balance et qui fait que je choisirais sans doute la BMW au final. Parce que sur l'asphalte, elle est tout aussi rapide, mais il me semble qu'en tout terrain, elle surpasse la Ducati. Je n'aurais jamais cru dire ça, mais de toutes, je pense que j'achèterais la GS au final. Malgré tout cela, je suis toujours curieux de découvrir cette Co et j'aimerais vraiment essayer un modèle légèrement remanié car j'ai entendu dire que cette moto pourrait se comporter un peu différemment de celle que nous avons reçue neuve. Écoutez, avec la Co, c'est vrai qu'à cause des normes d'émission, elles ont des cartographies différentes.
Et, il y a les échappements, les admissions, etc. Donc pour la régler de façon à ce qu'elle soit plus agréable, il faut certainement acheter un kit du fabricant ou de l'importateur, un kit un peu non homologué, n'est-ce pas? Mais Tomku, tu peux faire la même chose avec d'autres motos. Que se passera-t-il avec les autres si tu ignores les normes? Je soupçonne juste qu'ils l'ont fait un peu à l'économie, Avec leur propre solution et ainsi de suite. J'ai volontairement sauté la file parce que c'était comme ça. Ducati, BMW, Tomek. en dehors du fait que, comme l'a dit Camille, tu es une encyclopédie vivante et je suis content de t'avoir rencontré parce qu'en fait, avec Tomek, on était tout le temps en contact ici, on échangeait vraiment beaucoup d'avis. L'histoire de Tomek est d'autant plus géniale qu'il veut vraiment acheter une moto. Et lui, qui a voyagé à travers la moitié du globe terrestre avec ses modèles Adventure, a fini par réaliser de manière assez soudaine qu'il en tirait de toutes nouvelles conclusions, parce que tout à coup, ces motos étaient réunies au même endroit. Et il est certain que ce qu'il a ressenti ici aura un impact déterminant sur sa décision finale. C'est en tout cas ce que je pense sincèrement. Un certain bandeau dira autre chose et c'est BMW qui est sorti, alors que je ne voulais pas dire BMW. Parce que le problème, c'est que j'aime beaucoup rouler en désert, mais j'ai déjà eu un désert, je l'ai adapté à mes besoins. J'ai même changé la suspension comme j'aime, parce que j'aime bien modifier les motos à ma façon. Et j'étais super content, mais il s'est passé ce qui s'est passé, et je l'ai vendu, et je n'ai pas vraiment envie d'y revenir. Et BMW m'a vraiment agréablement surpris, d'autant plus qu'on avait la possibilité de passer de l'un à l'autre. Et honnêtement, je dois dire qu'à l'heure actuelle, je choisirais probablement justement la BMW. Malheureusement, et j'en suis un peu désolé, mais c'est comme ça. Cependant, pour ne pas être trop flatteur, je vais dire ceci. J'achèterai certainement une BMW avec de meilleures suspensions que celles que nous avions, car je sais qu'elles n'auraient pas duré longtemps. Je changerai certainement un peu la position, parce que pour moi, par exemple, même si ici les repose-pieds étaient abaissés, j'avais encore une position trop voûtée. Je prendrais sûrement une selle plus haute parce que celle-ci était à la fois trop molle et trop dure, tu vois, et un peu trop basse. Et je mettrais probablement une roue de 18 pouces à l'arrière, non? Au lieu d'une 17 pouces. Là, ce serait vraiment une bête. Mais moi, je vois la moto strictement dans une optique tout-terrain, parce que pour moi, c'était une moto typiquement pour l'off-road avec des trajets sur asphalte. Mais hier, en rentrant, tu étais très proche de la Husqvarna. Oui, c'est aussi un sujet intéressant parce que, en effet, j'ai trouvé que la Husqvarna se conduisait plutôt bien, car la suspension m'a vraiment séduit sur la Husqvarna, c'est-à-dire qu'elle est la meilleure de toutes, il n'y a pas à discuter. Et puis, tiens, il y a aussi les freins et le moteur qui a une très bonne accélération. Ce qui m'a manqué sur la Husqvarna, c'est l'électronique du KTM. Je ne sais pas si c'est lié, mais il me semble que non, parce que sur le KTM Adventure R, vous avez la possibilité de régler le contrôle de traction sur 9 niveaux, alors qu'ici, il n'y avait pas du tout cette option. Je pense que ce serait une excellente solution. J'aime davantage la Husqvarna que le KTM, donc la Husqvarna était plus sympa, même si cette grande bulle me gêne un peu pour une utilisation tout-terrain. Tu as déjà fait ce choix, ce qui m'a évidemment surpris. Comment vas-tu supporter le fait que ce moteur va te faire vibrer? Oui, je le sais bien, je le sais. Il va mettre de la musique? Un échappement bruyant. Je n'aime pas ça. Écoutez, moi, pendant de nombreuses années, j'ai roulé en Africa Twin et j'adorais ça. J'ai reçu une éducation africaine et je trouvais la culture d'entreprise de Honda globalement excellente, pas vrai? Et je n'aime pas ces efforts. Mais comme vous l'avez dit vous-même, savoir conduire est plus important que savoir travailler là-bas, n'est-ce pas? Il ne reste qu'un seul survivant. La Ducati n'est pas non plus la plus élégante. Comment C'est ce que disait Radio. Comme si je devais choisir une telle moto pour une seule personne. Si j'avais, disons, une deuxième voiture au garage, une pour voyager sur l'asphalte, pour 2 personnes, alors j'opterais aussi pour la GS, la M Kiowa. Je me sentais au sommet de ma confiance. J'avais le plus de fans. Peut-être que la position debout ici, avec ce réservoir qui est assez large, dans les montées, c'était un petit inconvénient, mais vraiment, c'est une moto super sympa et que ce soit en tout terrain ou sur l'asphalte, c'est celle avec laquelle je me sentais le plus en confiance et que je conduisais le plus vite. Et j'ai eu le plus de plaisir et pour moi, c'est toujours ce qui a compté le plus dans les motos. Par contre, si je devais choisir, si je n'avais pas cette deuxième moto, celle pour la route, j'aurais probablement choisi quand même la Triumph. C'est vraiment une moto super polyvalente. Tu peux vraiment partir en voyage autour de l'Europe à 2 avec des valises. Tu peux aussi aller faire un tour en forêt avec des potes. Ou alors encore le Desert X, parce que le Desert X se situe un peu entre la BMW, qui offre beaucoup de plaisir de conduite, et la Triumph, parce qu'il est aussi... Avant d'aller au magasin et de dire que je veux une BMW, je vais encore attendre de voir le nouveau DZX. Voici le tout nouveau modèle. Le DZX, la nouvelle VCOM plus légère de 15 kg. Messieurs, nous connaissons nos choix, la meilleure moto ici.
Laquelle de ces motos recommanderiez-vous à quelqu'un qui débute tout juste son aventure? Peut-être pas en moto puisqu'il est déjà un motard expérimenté, mais qui entre pour la première fois dans le segment Adventure. Est-ce que vos recommandations pour ces personnes seraient différentes de ce que vous avez vous-même choisi? Donc, Si vous voulez quelque chose de sûr, que vous n'êtes pas encore tout à fait certain, mais que vous voulez essayer, alors CF Moto n'est-ce pas? Parce qu'au final, le prix compte, et avec cette moto, vous pouvez faire tout ce que vous feriez avec d'autres marques. Donc c'est un bon point de départ pour voir si c'est vraiment votre passion, si vous allez vous lancer là-dedans, si vous voulez vraiment faire ça. Et si vous recherchez quelque chose de tellement pérenne que, par exemple, je ne sais pas, vous avez fait des essais et vous savez que vous allez l'utiliser, eh bien, j'opterais pour une BMW, une Husqvarna ou une Triumph. Husqvarna, je pense que commencer l'aventure est un peu difficile. Je préférerais probablement aller chez TNR. si vous prévoyez de longs voyages, cela peut s'avérer un peu difficile avec un TNR, surtout à deux. S'il s'agit d'une moto pour débutants, alors pour moi, c'est la CF Moto 450. En général, je m'habillerai un peu différemment ou j'aborderai ce sujet différemment. Je pense que les motos que nous avons eues ici peuvent être un peu divisées en deux catégories, les faciles et les un peu plus difficiles. Et par exemple, parmi les motos faciles, qui sont accessibles à presque tout le monde en termes d'exigence de conduite, il y a bien sûr la 450 KMT et le Transalp est certainement aussi une moto agréable et facile sur laquelle tu montes, tu roules et tu t'en sortiras sans aucun problème. La Ténéré non plus n'est pas une moto qui soit difficile d'une quelconque manière. C'est certain que malheureusement, je placerai la Kawa tout au bout de l'échelle pour des raisons évidentes, la progressivité de la poignée de gaz. Donc c'est une moto très difficile et c'est certainement ainsi que j'aborderai la question. Mais ce que je prendrai vraiment en compte, c'est la possibilité de tester ce que nous avons fait. Parce que d'après mon expérience, je pensais que ces motos se comportaient un peu différemment à l'époque où je les conduisais. Par exemple, après avoir passé une semaine sur l'une d'elles, il me semblait qu'elle était comme ci, comme ça. Mais au moment où je change de moto après une heure de conduite dans le même terrain, ou bien la même chose dans les virages, j'ai une comparaison complètement différente. Et bien sûr, je continue de penser, par exemple, que la suspension sur celle-ci est comme ci ou que celle-là est comme ça, mais ces différences je change déjà en faveur de l'une ou de l'autre. Et je pense que pour toute personne qui cherche une solution ou une idée pour sa moto, malheureusement, il faut chercher des endroits où vous pouvez tester les motos les unes après les autres. Je vais un peu me vanter en disant que, par exemple, un tel endroit est l'Adventure Fest que j'organise, où j'ai à disposition plusieurs importateurs, plusieurs marques, et vous pouvez rouler sur l'une après l'autre. Un autre endroit de ce type est Love 4 Ride, où vous devez aller chez Adam et vous avez à disposition plusieurs motos, vous roulez en alternance. Là, ça change complètement la donne. Chaque test de ce genre, ou même ce que nous venons de faire maintenant, peut vous orienter vers quelque chose, mais ma recommandation personnelle, et c'est aussi ce que Tomek vient de dire, c'est que vous testiez vous-même ces motos. Et si vous avez une telle possibilité comme celle offerte ici par les gars, en particulier Adam, de comparer plusieurs motos l'une après l'autre au même endroit, eh bien je pense qu'il n'y a rien de mieux. Le plus sympa, c'est que vous comparez ici les motos non seulement en tout terrain, comme c'est le cas lors de la plupart des événements, où c'est soit uniquement de l'asphalte, soit uniquement du tout terrain. Et ici, vous trouverez les plus belles routes asphaltées sur lesquelles vous pouvez probablement rouler en Europe. Et en plus, vous roulerez sur de superbes terrains et vous trouverez à la fois des pistes plus difficiles et plus faciles. Donc, il me semble que ce test peut vraiment être réalisé dans toute sa splendeur et pas seulement dans des conditions aseptisées. En plus, dans des conditions météorologiques où ici on roule toute l'année avec du soleil et un temps agréable, et bien sûr dans des conditions où on ne fait pas juste, je ne sais pas, arriver le matin, décharger rapidement les motos, mais où on dispose aussi d'un hébergement confortable. Je pense que pour moi, c'est important de pouvoir se reposer confortablement quelque part, de profiter aussi du voyage et d'en retirer du plaisir, parce qu'avec un esprit reposé, on aborde la conduite différemment et on peut en tirer encore plus de satisfaction. Nous organisons ces vacances avec l'utilisation de motos justement pour que les gens puissent vraiment venir ici, découvrir consciemment comment ces motos roulent et choisir celle qui leur plaît le plus. Le choix le plus réfléchi. Certaines personnes Viennent effectivement, ce sont des personnes qui cherchent une moto dans un segment particulier, mais il y a aussi beaucoup de gens qui viennent simplement pour s'amuser avec ces motos, vivre des vacances à moto, où ils peuvent rouler avec différentes motos sympas sur différentes routes agréables. Il arrive très souvent que, même à chaque fois, ces choix soient très subjectifs lorsqu'il s'agit d'une moto. Ce n'est pas comme si tout le groupe en choisissait un. Par exemple, j'ai remarqué qu'il y a des gens tellement chargés d'adrénaline qu'ils ne font que me donner des coups de coude et d'autres qui vous refroidissent lentement, etc.
On peut dire que chaque motard est différent. C'est pour ça que c'est super qu'on ait autant de marques et autant de possibilités pour pouvoir adapter l'équipement idéal à chaque motard. Ce qui est vraiment génial de nos jours, c'est que toutes les motos sont bonnes. Et c'est justement pour ça qu'il est difficile de choisir. On cherche des petits détails, c'est pour ça qu'on râle sur telle ou telle moto. Je ne veux pas dire que c'est une moto nulle, parce que ce n'est pas ça. Il y a 15 ans, ça aurait été le top du top. Vraiment, moi je roule personnellement en Ducati 1260 de 2020 et écoutez, probablement que si on la mettait ici, ce serait la moto qui se conduirait le plus mal, tellement ça a évolué. Ce n'est que 5 ans et probablement que ce Chinois, eh bien, D'accord, si on se retrouve dans un an et qu'on prend aussi des motos chinoises, tu penses qu'elles seront encore à la traîne? C'est une bonne chose que les fabricants chinois produisent des motos de plus en plus performantes, qui égalent presque, disons, les européennes et les japonaises. J'espère que cela poussera la concurrence à fabriquer des motos encore meilleures et qu'elles deviendront moins chères. Et ce sera uniquement à notre avantage, à nous les motards, car les motos seront de plus en plus performantes. Ça va mettre une telle pression sur les marques européennes et japonaises, une pression qui va commencer à s'exercer là-bas. Il est certain que le marché de la moto va changer. Je pense que nous en sommes tous conscients. C'est intéressant de voir dans quelle direction cela va aller et j'espère que ce sera dans une direction qui nous satisfera tous pleinement. Je suis absolument convaincu que c'est une certitude. Regardez bien, ces modèles de motos sont déjà d'une qualité tout à fait respectable. Même si elles ne sont pas encore tout à fait aussi performantes que les grandes marques japonaises ou les constructeurs européens établis, mais il faut se dire que ces marques n'existent que depuis à peine 2 ans. Je veux juste souligner que j'espère que nos chers dirigeants européens ne feront pas en sorte que ces motos disparaissent en partie, car malheureusement, ce que nous voyons et qui nous fait mal ici, certainement à Camille, Adrian et moi, c'est que dans les motos sportives, il arrive que certaines motos ne soient plus proposées sur le marché. ne pleure pas parce que je vois déjà que ta voix se brise. Oui, un peu. Malheureusement, il y en a déjà beaucoup qu'on ne pourra plus acheter. J'ai peur que cela arrive de plus en plus souvent. Mais En Europe, parce que peut-être seulement aux États-Unis. parce que la Deserta, on ne pourra plus l'acheter non plus, n'est-ce pas? Messieurs, j'ai été très heureux de vous accueillir ici. C'était sympa de rouler ensemble. Merci d'avoir partagé votre avis. Je pense qu'on a fait un super test ensemble. Merci aux spectateurs d'avoir regardé. C'était un contenu assez long et ça a duré un moment, mais j'espère que cela vous a apporté quelque chose de précieux. Choisir une moto est très subjectif. Et je voulais vous inviter, si vous recherchez une moto de ce segment ou d'un autre, à venir voir nos autres tests. C'est formidable de venir tester les vélos. Moi, je pense que nos collègues ici présents peuvent le confirmer. Non, Juste pour tester, parce que, écoutez, de mon point de vue, quels itinéraires Adam connaît-il ici, surtout les itinéraires d'aventure? Parce qu'on peut regarder la carte, tracer l'itinéraire, mais il est difficile de s'enfoncer dans le terrain. Je le recommande également à tous ceux qui souhaitent venir explorer certains de ces itinéraires. je suis ici depuis 6 ans avec l'équipe Love for Ride et je pense que nous avons probablement exploré cette région le mieux possible pour tout le monde. Quiconque a déjà vécu ici, car c'est intéressant d'être dans cette région où nous voyageons tout le temps, je suis pratiquement le seul à organiser des circuits touristiques à travers le monde. Nous n'avons croisé personne sur la route ces derniers jours. S'en haleine Uniquement les agriculteurs et les producteurs de bananes. Chosy, et les border collies. Bon, puisqu'on enjolive la réalité comme ça, je vais ajouter 2 mots. J'aime bien les routes asphaltées ici, à proprement parler, parce qu'elles sont différentes de celles des Alpes. Par exemple, dans les Alpes, il y a sans arrêt des épingles qui... Eh bien, ces épingles n'ont rien d'agréable. Je n'aime pas les épingles où il faut rétrograder en seconde pour prendre le virage, avancer, et ainsi de suite. Ici, on a de magnifiques virages longs, très souvent parfois plus serrés, et la moto file tout simplement dans les courbes. Pas sur les épingles de sûreté, mais sur les courbes. Et puis, il y a la vue, n'est-ce pas? Et puis il existe des exemples intéressants, etc. Oui, gauche, droite, gauche. Loi, une grande partie, démolition de terres et tout ça. Et Adam est complètement fou. Seul, simplement la zone. Nous terminons. merci. Merci beaucoup. Merci. En général, nous sommes en octobre, à la mi-octobre, et le temps est enchanteur. Aujourd'hui, il fait 28 degrés. Je dirais même qu'il fait trop chaud. Je connais déjà un peu l'Espagne, mais ici, pour moi, c'est tout à fait nouveau, donc j'en suis très content.
Les routes ici offrent une adhérence incroyable et les motos que nous conduisons procurent un tel confort, une telle tenue de route, que ces virages sont merveilleux. On se sent un peu comme sur des montagnes russes. Au début, nous avons aussi eu des itinéraires plus faciles, puis on peut dire des parcours de niveau intermédiaire. Je pense que la polyvalence de cette Litfani est incroyable. Et on peut vraiment s'amuser sur ces motos, c'est phénoménal parce qu'en Pologne, vous n'aurez jamais une telle expérience. Des virages comme ça, une telle adhérence et si peu de circulation. Le temps est magnifique, la région est superbe, on va bientôt changer de moto, on saute de l'une à l'autre, on compare. C'est vraiment splendide. Pour moi, la polyvalence des motos adventure, on ne peut vraiment la ressentir que dans des conditions comme ici. C'est vraiment merveilleux.